pour le dernier échange de la journée dans l'auditorium. Merci d'être là. Donc, on va parler de voyage dans le temps dans cet échange qui s'appelle Les futurs du passé, où on aura la tâche difficile d'aborder le voyage dans le temps à la fois avec un scientifique qui va nous donner un peu ce que la science a à en dire de voyager vers le futur, vers le passé. Et donc ça, ce sera la tâche qu'on va demander à Jean-Christophe Caillon, qui est physicien, professeur au laboratoire des Deux Infinis à Gradignan, donc un laboratoire de physique nucléaire, physique des particules, et c'est quelqu'un qui travaille sur la structure du noyau des atomes, des quarks, ce qu'on appelle les interactions fortes. Et j'ai eu la chance, moi, de voir plusieurs conférences qu'il a fait pour vulgariser des concepts assez populaires dans la science-fiction, que ce soit le voyage interstellaire ou les voyages dans le temps. Et il a écrit un article dans un numéro de cet été de Pour la Science sur ce que seraient les sports qu'on pratique sur Terre, mais dans l'espace. C'est assez rigolo. Donc vous pourrez regarder. Donc ça, c'est un premier volet de ce qu'on va discuter ce soir. Et puis l'autre volet, c'est le voyage dans le temps dans la science-fiction, comment il nous est présenté et comment aussi ces deux aspects, la science et les récits de fiction se parlent. Et pour ça, on a avec nous Hugo Bellagamba, qui a beaucoup de casquettes, on va dire les principales. D'abord, c'est un professeur d'histoire du droit. Du droit ou des droits ? Du droit. Oui. Donc à l'université de Nice Côte d'Azur. Et c'est aussi un érudit de la science-fiction. C'est un auteur de science-fiction qui a écrit des récits de science-fiction. Et c'est un essayiste sur la science-fiction qui a pas mal écrit sur la SF. Et son dernier, je ne veux pas écorcher le titre, mais c'est le dictionnaire utopique de la science-fiction. Ah voilà, Parallax, qui est une super collection. Et je dis pas ça parce que j'ai participé au prochain ouvrage qui va y sortir, mais c'est une super collection. Si vous vous intéressez à des approches un petit peu scientifiques aussi scientifiques ou disons universitaires sur la SF. Et il a aussi été directeur artistique pendant 4 ans du Festival des Utopiales, qui est un énorme, le plus grand, le plus ancien festival de science-fiction en France. Voilà. Et donc, sans plus attendre, on va commencer. Et j'ai un petit peu envie de poser la première question à Hugo sur un petit peu nous dire ces récits de voyage dans le temps. Finalement, ils remontent en faisant un voyage dans le temps, dans les récits du voyage dans le temps. C'est quoi les plus anciens, les plus marquants ? C'est quelque chose de très récent ? Est-ce qu'il a fallu attendre Einstein et le temps relatif, ou est-ce que non, on peut trouver des choses plus anciennes ? Alors, c'est une question complexe. Et je le dis devant Francis Saint-Martin qui est là. Le voyage dans le temps, c'est probablement peut-être la thématique qui représente le mieux la science-fiction, en fait. Parce que le voyage dans l'espace, le voyage à travers la galaxie, à travers le système solaire, on peut toujours avoir le côté à la fois très réaliste, très technique, les problématiques techniques que ça pose, le temps, le respect des lois physiques. Alors que le voyage dans le temps, d'emblée, on sait que c'est de la fiction. Et donc, finalement, la science-fiction a toujours, finalement, voyagé dans le temps. C'est peut-être, s'il y a 2 grandes thématiques qu'on trouve dans toute l'histoire de la science-fiction, dans tous les auteurs et les autrices qui ont composé le genre, c'est probablement Mars, parce que tout le monde est allé sur Mars à un moment donné, et le voyage dans le temps. C'est-à-dire que ce voyage dans le temps, il est finalement... presque tous les auteurs, presque toutes les autrices, de tous les pays se sont posé la question à un moment donné de quand est-ce que j'écris ou qu'est-ce que j'ai à dire moi sur le voyage dans le temps. Donc trouver un tout premier voyage dans le temps, c'est pas facile. Je me suis un peu amusé à ça pour préparer aujourd'hui. Déjà, c'est difficile pour 2 choses, et donc je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à Einstein. La science-fiction, elle est née en Europe. Je pense que la plupart d'entre vous ici qui êtes habitués du festival Les Hypermondes et qui avait une culture de la science-fiction déjà remarquable. Vous savez que la science-fiction, elle est née d'abord en Europe, c'est d'abord une littérature européenne, et puis ensuite seulement dans un deuxième temps, elle est devenue vraiment très marquée par la culture américaine. Si on prend Einstein, alors je parle sous la surveillance des physiciens et des scientifiques, on est au début du XXe siècle, entre 1905, 1910, 1915. La science-fiction, au sens
terminologique du terme, science fiction, elle naît dans les années 20. Donc, elle s'inscrit dans le paradigme einsteinien, si tu veux, dans une certaine façon. Einstein et les paradoxes, la question de la relativité, elle marque toute l'histoire de la science-fiction, en partie, en tout cas, à partir du moment où la science-fiction s'appelle science-fiction. Mais si on remonte en avant, avant Einstein, avant le XXe siècle, si on remonte au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle et même, pourquoi pas, dans l'Antiquité, on trouve des déplacements temporels. On trouve des réflexions sur le temps dans l'imaginaire humain. Alors on peut en citer plein. Et puis bien sûr, je ne veux pas être trop long parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Il y a aussi la question des moyens du voyage dans le temps. Est-ce qu'on voyage en esprit? Est-ce qu'on voyage en traversant les airs, en traversant les âges? Est-ce qu'on voyage grâce à une machine qui permet de se déplacer dans le temps avec la liberté qu'on pourrait avoir d'un déplacement dans l'espace? Tout ça vient aussi nourrir le sujet. Alors, pour faire simple et pour être dans l'introduction, l'imaginaire de la science-fiction et le voyage dans le temps, c'est la même chose, c'est presque consubstantiel, d'autant plus qu'elle explore non seulement le futur, mais souvent aussi les passés, et dans l'Uchronie, les futurs que nous n'avons pas eus. Mais en gros, si on veut trouver vraiment un point de départ, on pourrait dire que le socle, vraiment le point de repère, comme je dirais la chute de l'Empire romain d'Occident, c'est 476, le point de repère, c'est la machine à explorer le temps de Herbert George Wells en 1895. C'est vraiment le texte canonique qui marque véritablement, qui enracine véritablement le voyage dans le temps grâce à une machine. En l'occurrence, pour Wells, c'est un voyage dans le futur, qui enracine véritablement le voyage dans le temps comme un trope, un schéma, un paradigme même, on pourrait dire, de la science-fiction. Après, si je vais avant Wells, j'ai plein d'occurrences. Alors, on pourrait s'amuser, je vous en donne juste deux, parce que je veux pas être trop long. Au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, on a notamment un journaliste français qui s'appelle Louis-Sébastien Mercier, qui écrit L'an 2440, sous-titré « Rêve s'il en fut jamais ». Et dans l'an 2440, il nous décrit ce qui est peut-être la première utopie futuriste, le premier voyage dans le temps, voyage vers le futur. Il nous décrit un narrateur qui s'endort en 1771 et qui se réveille en l'an 2440. Et là, ça va vous faire plaisir, messieurs, la science a triomphé, tout le monde a une culture scientifique incroyable, et en particulier, il y a toujours un roi, c'est quand même toujours la monarchie. Heureusement qu'il ne s'est pas réveillé en 2025. Voilà. Oui, heureusement que c'est pas réveillé en 2025, exactement. Il a outrepassé, donc rassurez-vous, la science triomphera en 2440. Et c'est le premier voyage dans le temps, peut-être, où on se déplace dans le temps en s'endormant. Après, Wells reprendra aussi cet élément-là, mais il s'endort et il se réveille 7 siècles plus tard. Voilà. Et si on veut trouver, puisque j'ai parlé d'une machine, j'ai parlé du sommeil, on peut parler aussi de l'esprit, de la puissance de l'esprit, de la transcendance. Eh bien, on peut citer Virgile, l'Énéide de Virgile. Et Virgile nous raconte les tribulations de Énée, le Troyen qui s'échappe de Troie avec son père sur les épaules et qui est destiné à fonder Rome. Et dans l'Énéide de Virgile, eh bien Virgile qui écrit à l'époque d'Auguste, Énée, à un moment donné, dans un des chapitres de l'Énéide, voyage dans les enfers. Et dans les enfers, il rencontre ses descendants. C'est-à-dire qu'en allant en enfer, en fait, il voyage dans le temps. Tous les âges. Il voit tous les âges qui vont suivre, et notamment, il croise Romulus, qui est en fait considéré comme un des descendants des Troyens, un des descendants d'Énée. Et donc, on pourrait dire que dans l'Énéide de Virgile aussi, il y a un voyage dans le temps, mais cette fois-ci par le truchement des enfers. Donc, si vous avez l'impression de voyager dans le temps en ce moment, vous êtes peut-être en enfer, attention. Voilà. Donc, pour vous dire, en fait, et j'arrête, que le voyage dans le temps, on peut en trouver des dizaines, que dis-je, des centaines d'occurrences dans la science-fiction, plus ou moins rationalistes, plus ou moins jouant avec le respect des règles physiques, mais là, je vais céder la parole aux physiciens. C'est souvent avec des machines, parce qu'il y a un biais technologique. On aime bien utiliser des technologies, mais parfois, c'est un voyage en esprit, c'est simplement un voyage de l'esprit. Très bien.
Alors, du coup, effectivement, je vais poser la question à Jean-Christophe. Tu as dit en commençant, Hugo, que oui, quand on parlait de voyage dans le temps, on savait tout de suite qu'on était dans la fiction, un peu comme si tu disais qu'on était dans l'impossible. Mais néanmoins, on voyage tous vers le futur. Et peut-être ce que tu vas nous expliquer, c'est que des grandes découvertes assez bouleversantes du début du XXe siècle, c'est que on se déplace pas tous dans le futur à la même vitesse. Je sais pas si ça marche. Oui. Voilà, effectivement, ce qu'Einstein a montré, c'est qu'en 1905, c'est qu'effectivement le temps était relatif, parce que jusqu'avant, la mécanique classique était très puissante. On avait découvert en 1850 que Neptune, voilà, on a découvert sur le papier la planète Neptune en regardant des irrégularités dans l'orbite d'Uranus. Donc, Le Verrier avait dit, regardez à tel endroit, j'ai calculé qu'il doit y avoir une nouvelle planète avec les lois de la mécanique classique, et effectivement, ils ont trouvé Neptune comme ça. Et donc, du coup, quand on arrive en 1870, la mécanique, voilà, elle est très vraiment, elle a son assise, vraiment une assise très importante. Et là arrive en fait l'aboutissement de l'électromagnétisme. Et l'électromagnétisme, ça met le bazar dans les notes des étudiants, et ça a mis le bazar aussi dans la mécanique classique, parce que l'électromagnétisme, il y avait des ondes électromagnétiques comme la lumière qui se propageaient à la vitesse c, qui est 300 000, à peu près 300 000 km par seconde. Et là, on s'est demandé, mais elle se propage, mais dans quel référentiel? C'est-à-dire, si moi je me déplace, est-ce que je vois un petit peu moins, un petit peu plus? Et ça avait l'air d'arriver comme ça, indépendant de la façon dont on se déplace. Et après des expériences pour essayer de voir si si cette vitesse pouvait être se déplacer plus ou moins vite suivant le référentiel, et notamment une expérience très importante d'interférométrie qui a montré que ce qu'on appelle maintenant l'invariance de la vitesse de la lumière, eh bien, ça a permis à Einstein de montrer que si on avait cette invariance de la vitesse de la lumière, on n'avait pas, on avait à ce moment-là les lois de la mécanique classique qui étaient changées. L'invariance de la vitesse de la lumière, c'est quand même quelque chose de très important. Parce que imaginez que je me déplace vers vous, pratiquement à la vitesse de la lumière, j'allume une lampe, donc moi, je vois la lumière par rapport à moi qui se déplace à la vitesse de la lumière. Vous me voyez arriver vers vous, presque à la vitesse de la lumière. Et les photons, la lumière, vous allez la voir également arriver à la vitesse de la lumière. Normalement, quand on est jeune, on apprend que quand on se déplace à 50 km/h dans un sens, une voiture qui se déplace à 50 km/h dans un sens, une autre à 50 km/h dans l'autre sens, mesurée par le radar qui est sur le côté de la route, eh bien, quand vous êtes dans une des voitures, vous voyez l'autre arriver à 100 km/h. Vous faites 50 plus 50. Là, on devrait faire C plus C. Ben non, c'est égal à C. Et donc ça a tout bouleversé. Et en fait, je vais juste passer assez vite là-dessus. On s'est aperçu que le temps était relatif, et que le fait, si je me mets à marcher là, le long de la Seine, eh bien, je n'ai pas une seconde pour moi, c'est pas la même chose qu'une seconde pour vous. Sauf que je vais tellement peu lentement par rapport à la vitesse de la lumière que voilà, on ne pourra absolument pas montrer la différence. Mais si vous vous déplacez, par exemple, si vous prenez une fusée qui se déplace là j'ai pris l'exemple de 99 millièmes de la vitesse de la lumière, donc 0,999 c, eh bien, le facteur de dilatation des temps, il vaut 22. Ça veut dire que, imaginons deux jumeaux. Il y en a un qui reste sur Terre, l'autre qui prend une fusée, qui se déplace à cette vitesse. Il part 1 an. Il est dans sa fusée, tout se passe pendant 1 an. Il vit normalement, il voit rien. Enfin voilà, tout se passe pour lui normalement. Et quand il va revenir, à son retour sur Terre, il se sera écoulé 22 années sur Terre. Pour lui, le voyage d'1 an va correspondre à 22 années sur Terre. Et donc, à son retour, si c'est deux jumeaux, il va revenir plus jeune, physiquement plus jeune que son frère qui est resté sur Terre. Alors, ne croyez pas qu'on peut gagner de la vie comme ça, parce que si les deux jumeaux sont nés en l'an 2000 et qui sont biologiquement, par exemple, programmés pour mourir à 100 ans, le premier jumeau qui est resté sur Terre, il va mourir en 2100, et l'autre, il va mourir en 2121, mais il n'aura pas vécu un iota de vie en plus. Hein. C'est seulement que pendant le temps où son frère jumeau voyageur a vécu 1 an de voyage, pour lui, le voyage aura duré, donc ici, 22 ans. Donc en fait, voilà, vous avez une première possibilité pour voyager dans le futur. Vous prenez, alors
très simple, hein, vous prenez une machine, une fusée, vous allez très vite par rapport à la vitesse de la lumière, vous faites un petit voyage, vous revenez, et vous allez dans le futur. Mais alors attention, vous n'allez pas dans votre futur à vous. Par exemple, très connu, là, le film Retour vers le futur numéro 2, où il se voit plus vieux, c'est pas possible. Vous partez, vous allez dans le futur de la Terre, mais comme vous êtes parti, vous ne pouvez pas vous voir plus vieux, d'accord? Donc ça, c'est la relativité restreinte, et ça, c'est connu, vérifié depuis plus de 100 ans. On a fait toutes les expériences possibles et inimaginables. Alors bien sûr, au départ, avec des particules qui allaient à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, mais même quand c'est devenu possible dans les années 60, avec des horloges atomiques, des horloges extrêmement précises. On en a mis une dans la navette Challenger, elle a fait plusieurs fois le tour de la Terre, elle est revenue, on a comparé les horloges comme dans les films, et la différence était exactement, alors petite bien sûr, parce que Challenger ne va pas à 10% de la vitesse de la lumière, elle en est bien loin, mais la différence, c'était exactement ce qui est prévu par la relativité restreinte. Et puis, pour juste terminer là-dessus, vous utilisez tous le GPS. Les satellites GPS, ils se déplacent à 14 000 km/h en orbite autour de la Terre. Alors, vous allez dire 14 000 km/h, c'est beaucoup. Par rapport à la vitesse de la lumière, c'est pas grand-chose, mais ils n'ont pas le même temps aussi que nous. Donc, les horloges atomiques dans le satellite et sur Terre ne coïncident pas. Il y a des corrections qui sont faites en permanence, et si on ne fait pas cette correction, pendant une journée, par exemple, on oublie de faire la correction des horloges satellites, eh bien, il y aurait une différence sur Terre de 11 km. On vous dirait tournez à gauche, mais à 11 km. Donc, ce serait un peu embêtant. Donc, voilà, c'est encore une preuve que si vous utilisez des satellites, le GPS, derrière, il y a la relativité restreinte, un peu générale également, mais restreinte, qui permet de vérifier ces dires. Donc, voyager dans le futur, pas de problème, on sait comment faire. Maintenant, après, derrière, on sait comment faire en théorie. Comment faudrait-il faire maintenant, après, en pratique? C'est-à-dire, ça c'est trouver l'énergie suffisante pour effectuer un tel voyage. Oui, alors peut-être on peut juste faire une petite parenthèse parce que c'est quelque chose, alors on verra après avec Hugo, qui a parfois été parfaitement bien saisi par les auteurs de science-fiction comme Poul Anderson avec Tau-Zéro, mais parfois il y a une idée, une mauvaise compréhension de la relativité qui fait penser qu'en fait elle nous ferme le cosmos et que finalement la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, c'est une limite et c'est petit par rapport aux distances à accomplir. Et on n'arrive pas à capter que, en fait, quand on s'approche de la vitesse de la lumière, d'une certaine façon, ces distances deviennent toutes petites, voire s'annulent, et que, à l'extrême, pour la lumière, le temps n'existe plus. La lumière qui a été émise, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fond de rayonnement cosmologique, cette lumière qui a été émise il y a 13,6 milliards d'années, qu'on détecte aujourd'hui, pour le photon, c'est le même instant, le moment de l'émission et le moment de sa détection ici. Pour nous, il s'est écoulé 13,6 milliards d'années. Donc c'est un côté extrême de ce voyage dans le futur, et ça, d'une certaine façon, à part le problème énergétique, ça nous ouvre le cosmos. Et tu peux peut-être donner des exemples alors là, dans ton exemple que tu as donné, il n'y a pas la phase d'accélération, c'est-à-dire qu'on est tout de suite à cette vitesse de 0,999 c, mais on peut imaginer, on peut se poser la question, si on accélérait avec l'équivalent de la pesanteur terrestre, donc à 1G, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait confortable, eh bien, quelle durée on mettrait pour aller à des... Et alors, voilà. Okay, donc justement, j'avais en annexe un tableau là. Donc là, c'est des calculs où on va considérer on va considérer qu'on va prendre le carburant le plus énergétique, on va dire, possible, qui permet d'avoir le plus d'énergie, c'est l'annihilation matière-antimatière. C'est le carburant le plus propre possible. Vous prenez de la matière, de l'antimatière, ça s'annihile, il n'y a pas de déchets, il n'y a que de l'énergie. Et donc, on peut faire un petit calcul en disant, si on était capable de fabriquer beaucoup d'antimatière, voilà. Alors, on sait en faire de l'antimatière. On est capable de fabriquer 18 millions d'antiprotons par minute au CERN. 18 millions de protons par minute. Donc, vous pouvez vous dire, c'est super, on va utiliser ça. Mais si vous faites le calcul, il faut exactement 63 millions d'années pour avoir un microgramme. Voilà, ça vous donne un peu, ça calme tout de suite. Donc, on sait déterminer, on sait créer de l'antimatière. Avec l'antimatière, on serait capable d'atteindre des vitesses qui sont 99 millièmes de la vitesse de la lumière sans problème. Mais la question, c'est la quantité, 63 millions d'années. Donc, alors, ce qu'on voit au CERN, c'est que
tous les 10 ans, la production d'antimatière est multipliée par 10. Donc, tous les 2 ans, pardon. Tous les 2 ans, la production d'antimatière est multipliée par 10 tous les 2 ans au CERN. Donc, depuis 1955 qu'on a fabriqué l'antiproton, bon, on y va. Mais voilà, pour l'instant, en 2025, 63 millions d'années pour 1 microgramme. Alors, là, je vous ai montré notamment des petits calculs où on essaye d'atteindre un objectif. C'est-à-dire, on part de la Terre, mais les personnes qui vont être dans la fusée, il faut quand même qu'ils soient biologiquement confortables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester en apesanteur très longtemps. Ça met plein de problèmes, des décalcifications, des problèmes cardiaques, de décompensation. Il y a une liste qui est très longue. Vous pouvez rester quelques mois, vous ne pouvez pas rester quelques années. Donc, pour aller vers un objectif lointain, il faudra recréer une pesanteur artificielle. Le plus simple, c'est de faire accélérer. Alors, on peut faire tourner effectivement le vaisseau, ça c'est le papier que j'ai fait pour la science, mais on peut accélérer, et puis on essaye d'accélérer avec la même accélération que l'accélération de la pesanteur sur Terre, le fameux 9,81 que tout le monde a appris à l'école, mètres secondes moins 2. Si vous êtes dans une voiture et que vous accélérez, vous êtes plaqué contre votre siège. Si vous êtes dans une fusée qui accélère avec l'accélération de la pesanteur terrestre, eh bien, le fond de la fusée deviendra le sol et vous ne verrez pas la différence avec la Terre. Et vous serez parfaitement biologiquement confortable. Donc, on imagine une accélération jusqu'à la moitié du trajet. Ensuite, le vaisseau se retourne. Une décélération pour qu'à ce moment-là, on ait toujours ce confort biologique. On arrive à l'objectif, on fait quelques photos et on repart en sens inverse. Combien de temps ça prendrait et quelle masse d'antimatière il faudrait? C'est ce qui est ici. C'est-à-dire que là, vous voyez que, par exemple, Proxima du Centaure, c'est vraiment l'étoile la plus proche. C'est la banlieue de la Terre et du système solaire. Alors, quand je dis la banlieue, on ne se rend pas compte, là, parce que là, il y a des années-lumière. Qu'est-ce que ça veut dire une année-lumière? Je peux vous dire, ça fait 10 puissance 16 km, mais qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez juste, vous prenez la Terre et le Soleil, vous imaginez que c'est des points. Ils sont à 1 mètre, d'accord? La Lune est à 2 mm de la Terre. Mars est à peu près à 50 cm, ça varie, mais voilà. On est allé à 2 mm. On a envoyé des drones, on a envoyé des sondes, voilà. Je suis encore dans les informations. Donc, on a envoyé des sondes à 50 cm et Proxima du Centaure est à 276 km. Voilà. Vous voyez le truc, 2 mm, on y est allé, et on voudrait aller à 276 km. Et pourtant, c'est vraiment... Et alors, à 276 km, enfin, 4,3 années-lumière, il faut voir que la galaxie a fait à peu près 80 000 années-lumière. Si on avait la carte de la galaxie sur cet écran ici, on ne verrait pas la différence entre le Soleil et Proxima du Centaure. Et des galaxies comme ça, il y en a 200 à 300 milliards. Donc, vous voyez un peu, on ne se rend pas compte tellement c'est énorme. Et donc, si on va Proxima du Centaure, vous voyez, vous y êtes, vous faites l'aller-retour en 7 ans. Il sera écoulé 12 ans sur Terre. Il faut 20 porte-avions d'antimatière. D'accord? Alors, je ne vais pas toutes les faire, mais il y a une exoplanète qui est très intéressante là, qui est vraiment proche à 22,7 années-lumière. Vous y êtes en 6 ans. Aller-retour 12 ans, 45 ans voilà, sur Terre. Le centre de la galaxie, par exemple. 20 ans, vous êtes au centre de la galaxie. Moi, j'aimerais bien y aller au centre de la galaxie. Il paraît qu'il y a un trou noir supermassif de toute beauté. On va pas s'approcher trop près, mais on pourrait quand même essayer d'y aller. Eh bien, il faudrait 14 fois la Lune. Il se sera écoulé. Alors, vous voyez, c'est ce que disait Franck. En 20 ans, vous y êtes. Pourtant, la durée sur Terre, c'est 60 000 ans. Et la distance, c'est 30 000 années-lumière. Donc, on entendait souvent, quand j'étais jeune, on ne pourra jamais aller au centre de la galaxie parce que même la lumière met 30 000 ans à nous parvenir. Oui, mais si vous êtes dans le vaisseau, en 20 ans, vous y êtes. Et donc, 14 fois la Lune. Donc, je vous annonce maintenant que nous n'irons jamais, nous n'irons jamais au centre de notre galaxie. Jamais. Alors, la science-fiction, c'est très bien, mais nous n'irons jamais. Alors, j'ajoute juste un truc, en emmenant le carburant. Si on n'emmène pas le carburant, il y a peut-être des possibilités, mais qui sont très, très, très exotiques. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Donc, voilà. Et puis, vous voyez que si vous voulez aller à la limite de l'univers observable, il vous faudrait 100 000 galaxies d'antimatière. Vous y êtes, vous faites l'aller-retour en 90 ans, et quand vous revenez au bout de 14 milliards d'années, au bout de 30 milliards d'années, la Terre et le Soleil n'existent plus depuis longtemps, donc il faudra vous trouver un autre port d'attache. Donc voilà, ça explique un peu que on connaît le moyen théorique, mais voilà, on est très 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 loin. C'est vraiment de la science-fiction de pouvoir aller à des vitesses proches de la vitesse de la lumière et montrer que
que l'on a, expérimenter ce temps qui serait pas le même entre les deux référentiels, celui de la fusée et de la Terre. Ok. Alors juste quand même pour, effectivement, ça semble une impossibilité. Juste pour vous dire que dans l'univers, on observe des objets massifs, très massifs, qui vont à des vitesses relativistes. Donc ça veut dire qu'il y a eu ce type d'énergie qui a été mis en jeu par des processus, et souvent avec des accélérations énormes. On a par exemple des pulsars qui ont été éjectés lors de supernovas qui vont à des vitesses relativistes. Bon, vous auriez pas aimé vivre l'accélération que ce pulsar a vécu. Mais juste pour vous dire que ces choses-là quand même se déroulent dans la galaxie simplement à des échelles un peu non humaines. Alors juste, je vais revenir un peu à l'histoire de la SF. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ce qu'on vient de dire déjà? C'est très intéressant et je pense qu'il a parfaitement raison. Le problème, c'est que moi, pendant son exposé, je suis allé 3 fois au centre de la galaxie. Encore tu y Parce allais. qu'il y a un autre hypermonde en parallèle là-bas et j'avais promis d'y aller aussi. Donc je me suis déplacé et c'est marrant, ils ont les mêmes débats que nous en ce moment précisément et donc voilà, donc pour dire que par imagination on peut beaucoup faire de choses. Alors 2 choses quand même très importantes, évidemment que la science-fiction, vous l'aurez compris tout à l'heure, je parlais d'impossibilité, il y a une impossibilité manifeste, c'est-à-dire que le fondement même des voyages, que ce soit dans le temps ou aux confins de la galaxie ou au-delà de la vitesse de la lumière, on dit que c'est de la science-fiction, on devrait parler de fantasy, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment important? Ce que je veux dire par là, c'est que la démonstration est claire. Je veux dire, de ce point de vue-là, il est évident que la quantité d'énergie requise, les durées mises en œuvre et les distances sont tellement colossales que vraisemblablement on sera jamais capable, peut-être même, de sortir de notre système solaire, tout simplement. Le parallèle que tu as présenté sur les 2 points et le fait que l'étoile la plus proche était en fait à des kilomètres et des kilomètres par rapport à cette échelle-là, il est évident que ce sera pas possible. Alors pourquoi? Alors juste pour préciser, quand Jean-Christophe disait qu'on était allé dans son échelle à quelques millimètres, il parlait des humains. Oui. Après les sondes, ça, bien sûr. Voyager, Pioneer, Alors, New Horizons, on a fait plusieurs dizaines de centimètres à cette échelle. De plus, ouais. Et ça finira par atteindre d'autres étoiles. Oui, mais alors justement, c'est intéressant ce que tu dis précisément, c'est les humains en fait. Qu'est-ce qui nous fascine dans le voyage dans le temps? C'est quand même l'humain. C'est-à-dire, quand Herbert George Wells, dans La machine à explorer le temps, voyage très 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 loin dans le futur et qu'il rencontre une humanité complètement différente. On pourrait aussi citer Barjavel, par exemple, que vous connaissez bien, dans Le Voyageur imprudent, qui voyage dans le passé, mais qui ensuite part dans le futur et rencontre une humanité complètement différente. En fait, qu'est-ce qui nous fascine dans cela? Au-delà de l'impossibilité physique, et il est hors de question de tenter une seule seconde de la remettre en cause, du moins, et j'ai envie de dire en l'état des connaissances actuelles, mais quand bien même, il me semble que vous avez clairement identifié une impossibilité physique. Hein. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est la dimension humaine, sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nous sommes fascinés par le voyage dans le temps? C'est nous nous posons la question finalement de notre identité et surtout de notre transcendance, c'est-à-dire est-ce que nous survivrons? Alors bien sûr qu'aujourd'hui, par exemple, avec les problèmes d'environnement, les problèmes d'énergie, dans les années 30, la science-fiction américaine des années 30 postulait une énergie illimitée. Dans les couvertures de pulps américains que vous avez là dans le couloir, quand vous êtes venu dans cette salle, dans le couloir, vous avez les couvertures de pulps américains. On imaginait un futur grandiose, l'humanité conquérante de l'univers. Pourquoi? Parce que rien ne ferait obstacle au génie humain. Et que ce génie humain permettrait d'avoir des énergies illimitées, d'atteindre des vitesses folles et de faire la conquête et pourquoi pas traverser même l'univers. Je vais revenir sur Tau Zéro. Donc la vraie question que pose la science-fiction, pour moi, elle est d'ordre philosophique, pas physique. Elle est presque d'ordre, je vais dire un gros mot, métaphysique. C'est-à-dire, que nous dit la science-fiction? Elle nous dit, à travers le voyage dans le temps, sommes-nous capables d'affronter la perspective de notre propre fin, de notre disparition? Parce que tout ce qui vous a été présenté est parfaitement juste et l'être humain
n'est absolument pas nécessaire dans ce tableau. Absolument pas. N'importe quelle autre intelligence, même artificielle, pourrait obtenir ces résultats. Juste pour commenter, ces chiffres-là ont été calculés pour que ce soit confortable pour un humain à cause de cette accélération de 1G. C'est tout. Donc on pourrait, si on s'enlève cette contrainte-là, on pourrait aussi avoir des voyages beaucoup plus longs, des voyages beaucoup plus courts. Alors c'est ce que j'allais... voilà. Juste pour je veux pas monopoliser, mais juste pour aller au bout du raisonnement. Ce qui veut dire que nous n'irons jamais, mais d'autres pourraient y aller. D'autres qui seraient par exemple des êtres qui ne seraient pas liés par des contraintes biologiques. Alors ça, c'est le fantasme des transhumanistes, c'est-à-dire peut-être des machines, peut-être des êtres d'énergie pure. J'avais exploré à un moment donné, et beaucoup d'auteurs l'ont fait, explorer la possibilité d'un futur où l'humanité serait devenue des êtres d'énergie pure. Et dans ce cas-là, qui échapperait finalement à l'entropie, à la disparition, à la dégradation. Et à ce moment-là, peut-être que d'autres créatures, des créatures non humaines, des créatures d'énergie pure ou des intelligences artificielles seraient capables de traverser les âges pour atteindre ces destinations. Mais ce ne seront plus des êtres humains. Et donc la question que pose la science-fiction, c'est est-ce que nous sommes capables d'affronter, est-ce que nous sommes capables d'accepter notre finitude. Et la plupart du temps, dans les récits de science-fiction, eh bien, on jongle avec cette perspective et on essaye de la contourner. Alors que ce soit, par exemple, dans Une porte sur l'été de Robert Heinlein, où on cherche à échapper au temps présent, et où on prend la métaphore du chat qui traverse, qui permet de traverser les époques. Que ce soit Wells qui finit par retourner chez lui après avoir vu toutes ces futurs qui sont pas désirables. Que ce soit d'autres romans, par exemple, comme La planète des singes, de Pierre Boulle, ou d'autres encore. Donc, ce que je veux dire, c'est que la science-fiction, elle se nourrit de la science, elle s'appuie sur la physique, et il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui sont aussi des physiciens. Je pense notamment à Vernor Vinge, par exemple, avec Un feu sur l'abîme. Je pense à d'autres auteurs qui ont travaillé beaucoup à partir de la science concrète. Mais en définitive, le voyage dans le temps nous pose la question de qui sommes-nous, nous, aujourd'hui, et de comment nous pouvons nous penser dans un futur lointain. Alors, juste pour introduire rapidement le bouquin de Poul Anderson, Taux Zéro, je voudrais un peu moduler ce que tu dis, parce que tu as une vision où tu as comme une espèce comme s'il y avait un rôle, une façon de recevoir la science-fiction. Je sais que pour moi, en tant que lecteur, et notamment dans mon plus jeune âge, la science-fiction, pour me stimuler, avait vraiment besoin de ce vertige de la plausibilité, de la possibilité. Et il n'y avait pas que l'aspect philosophique. C'est-à-dire que pour ça, je pouvais aller dans d'autres littératures, des choses fantaisiques, des choses oniriques, mais quelque chose où je me disais, dans un récit, je me dis, ça c'est possible, soit dans notre futur, soit quelque part ailleurs dans la galaxie, prenez tout de suite une dimension autre. Et là où moi, je te rejoins là-dessus, mais ça, c'est notre côté peut-être scientifique. Oui, mais c'est ça. Moi, par exemple, c'est ça qui m'a amené vers la science. Et je sais pas, mais c'est pas du tout pour renier tout ce que tu as dit. C'est pour dire que on peut recevoir aussi la science-fiction de différentes façons. Et c'est là que je reviens à Poul Anderson. Poul Anderson, qui a aussi fait de la fantasy, il a fait plein de choses. Il a fait plein de choses sur les voyages dans le temps avec la patrouille du temps. Mais il a fait un roman très einsteinien là-dessus qui illustre bien ça. Et où il s'est vraiment posé la question, et tu allais en parler tout à l'heure, il s'est un peu débarrassé de la masse du carburant parce que le vaisseau capte la matière environnante. Voilà, oui, tout à fait. Et le vaisseau, à un moment donné, vit un problème, c'est-à-dire que le principe s'emballe, et ils peuvent plus arrêter le vaisseau, donc en fait, il va accélérer, et plus il accélère, plus il capte de matière, et il va traverser des galaxies, et à la fin, ça va vraiment devenir un voyage cosmologique qui atteint on va dire, la question de la limite observable de l'univers. Et il y a quand même à la fois toute une pédagogie dans le texte pour expliquer ce que nous a expliqué Jean-Christophe avant, et ce vertige du possible. Et ça a marqué beaucoup de lecteurs. Donc il y a quand même aussi je voudrais que tu commentes un peu là-dessus, il y a quand même aussi cette science-fiction réaliste qui n'est pas, je dirais, qui est peut-être un peu à part, mais qui doit peut-être aussi le nom de science-fiction, ça vient de quelque part. Mais oui, mais je merci Franck, parce que je me suis mal exprimé. Le jeu
sur la plausibilité, on pourrait dire sur la vraisemblance du récit, c'est la quintessence de la science-fiction. Hein, c'est-à-dire, la science-fiction, sa méthode, c'est de vous faire croire que c'est possible et le faire en utilisant les mots et les notions de la science. C'est-à-dire qu'un auteur de science-fiction, son rôle, c'est comme un prestidigitateur. C'est de vous montrer quelque chose de magique, mais en vous laissant croire que derrière, il y a un truc tout à fait matériel et tout à fait concret. J'avais écrit un article avec Roland Lehoucq sur ça, sur les mots de science. Et c'est vrai que la science-fiction, elle ne parle pas des pouvoirs de l'esprit, elle n'utilise pas le paranormal, même si à une certaine époque, elle l'a utilisé. Elle n'utilise pas le côté, je dirais, fantastique. Elle va utiliser la notion de plausibilité. Et tu as parfaitement raison. Ce qui fait le charme, le vertige de la science-fiction, c'est de certains récits de science-fiction. En tout cas, de certains récits de science-fiction, mais notamment des récits de science-fiction qui parlent de voyage dans le temps ou de voyage vers la fin des temps, c'est la notion de plausibilité. Et ça, c'est incontestable. Vous vous posez la question de si c'était moi, parce que vous faites l'acceptation pendant le récit de croire que c'est possible. Et cette plausibilité, juste rapidement, elle n'est pas que liée aux sciences physiques, aux sciences naturelles, aux sciences dures. Par exemple, beaucoup de récits de science-fiction parlent de l'histoire du futur. Alors, ça paraît être un oxymore, l'histoire du futur. L'histoire, c'est ce qui s'est passé. Le futur, c'est ce qui se passera peut-être. Mais l'histoire du futur, ça pourrait être quoi? Eh bien, beaucoup d'auteurs, Poul Anderson, Heinlein, Gord Werner Smith, Serge Lehmann, Asimov, ont construit des successions de textes qui nous racontent l'histoire du futur comme si cette histoire était déjà advenue et qu'ils en étaient finalement les chroniqueurs. Et là aussi, c'est un souci de plausibilité. C'est plus une plausibilité sociale, sociologique, événementielle, mais c'est aussi une fascination qu'on a pour le futur. Tout à fait. Oui. Donc effectivement, tu as tout à fait raison. C'est pas que métaphysique. Oui. C'est mais aussi une recherche de plausibilité. Justement, allons vers notre aspect du voyage dans le temps, qui est le voyage vers le passé, où là, on a envie de dire très rapidement, bah on est dans ce domaine d'expérience de pensée, mais plus métaphysique. Alors, est-ce qu'on peut avoir à nouveau cette plausibilité qu'on a pour le voyage dans le futur quand on va vers le passé? Est-ce que c'est aussi ouvert ou est-ce qu'on a des problèmes avec ça? Alors, déjà, pour le voyage dans le futur, je voulais pas casser l'ambiance. Hein, non, mais je dis ça un peu en rigolant. Mais ce que je veux dire, c'est que des voyages lents pourront toujours se faire, ou des voyages en captant le carburant, parce que dans l'univers, il y aura toujours des possibilités, on pourra toujours imaginer des choses, mais c'est sûr que avoir comme ça d'emblée, ça pose des distances qui sont un peu éloignées. Alors, si je reviens maintenant au voyage dans le passé, alors là, effectivement, le voyage dans le passé, c'est beaucoup plus problématique. Alors, mais on va essayer de parler quand même, je vais aller assez vite sur, Alors, dans le voyage dans le passé, en fait, il y a eu donc Einstein avec la relativité générale, on s'est aperçu que il y avait des solutions qui pouvaient amener à des boucles temporelles qui étaient possibles, mais qui n'avaient jamais été vues. Et c'est pareil, là aussi, on a imaginé qu'il pouvait exister des trous de verre. Alors, le trou de verre, je peux vous montrer un petit peu. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est, alors je vais pas détailler non plus ça, mais voilà, c'est depuis Einstein, depuis la relativité générale, on sait que la matière déforme l'espace-temps. Hein. Souvent, on voit une courbure, voilà, on utilise notre troisième dimension pour visualiser la courbure, et donc comme il n'y a plus que deux dimensions, la Terre c'est un disque, Vega, l'étoile c'est un disque également, et puisque ça déforme l'espace-temps, on s'est demandé, est-ce que il ne pourrait pas y avoir un passage, une déformation, les déformations ne pourraient pas se rejoindre et donc avoir un passage entre la Terre, par exemple, et puis j'ai pris l'exemple ici avec Vega. Donc la Terre et Vega sont espacés de 25 années-lumière, mais il pourrait très bien être avec un trou de verre, être beaucoup plus proche. Alors, autant les trous noirs, juste une question, quand tu prends Vega, c'est en référence à Contact, non, oui, de Carl Sagan. Tout à fait, parce que c'est ce qui va venir après. Exactement.
Je vais vous faire la petite histoire en plus. Donc, voilà. Donc, alors ça a été étudié par Einstein et Rosen, voilà, très très tôt. Wheeler, c'est lui qui a vraiment fait un travail intensif sur ces trous de verre. Le nom vient d'ailleurs de lui. Alors, sont des solutions possibles des équations de la relativité générale. C'est-à-dire que la science ne l'interdit pas, mais ça ne veut pas dire que ça existe. Autant pour les trous noirs, on a des manifestations expérimentales, et puis il y a un scénario, une étoile qui explose suivant sa masse, ça peut être une étoile à neutrons, un trou noir. Autant les trous de verre, il n'y a pas de scénario. Et donc, on arrive en 1988, là il y a quelque chose, voilà, c'est Kip Thorne, en fait, qui a été ensuite prix Nobel en 2017, qui est une sommité sur les trous noirs et notamment la relativité générale. Et en 1985, son ami Carl Sagan écrit le roman science-fiction Contact, et il a besoin, pour son roman, que les personnes puissent aller contacter, puissent se rendre dans des civilisations extraterrestres le plus rapidement possible. Et donc, au départ, il pensait utiliser des trous noirs. Il en parle à Kip Thorne, et Kip Thorne lui dit non, les trous noirs, un trou noir, c'est très méchant, un trou noir. Un trou noir, si vous approchez près d'un trou noir, ça vous transforme en spaghetti. Il y a ce qu'on appelle des effets de marée, c'est-à-dire que entre les pieds et la tête, ça va vous étirer, et puis ça va vous rétrécir comme ça. Puis quand vous allez passer ce qu'on appelle l'horizon des événements, vous allez être grillé. Enfin bon. Alors, ça dépend si c'est un gros trou noir ou un petit, mais en général, ça finit toujours mal. Ça finit mal. Donc, il sait qu'un trou noir, c'est pas traversable. Donc, il lui dit, essaye plutôt les trous de verre. Mais il sait très bien, avec les travaux d'avant, que les trous de verre, dans tous les travaux d'avant, les trous de verre se refermeraient avant qu'un photon ait le temps de passer, qu'une particule de lumière ait le temps de passer. Donc, en lui disant ça, il lui dit, bon, ben, c'est bien, mais il se dit, ben, le problème, c'est que je viens de lui dire quelque chose qui va pas marcher. Et puis, il se prend au jeu et il essaye de voir avec ses étudiants si il pouvait pas. Généralement, quand on a les équations de la relativité générale, on met, on a une masse, puis on essaye de regarder avec les équations comment l'espace-temps est déformé. Et lui, il a fait l'inverse. Il a dit, je vais mettre les solutions et je vais voir s'il n'y a pas une hypothèse qui fait que c'est possible. Donc, je vais mettre dans mes équations que je veux que le trou de verre soit stable et constamment ouvert, qu'il n'y ait pas d'horizon des événements, que ce soit biologiquement traversable, confortable pour l'homme. Et il a trouvé une solution sous condition, mais ça ne veut pas dire que ça existe. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que, en fait, vous voyez, si vous avez un trou de verre, vous pourriez, là on va employer vraiment le conditionnel maintenant, beaucoup, vous pourriez avoir les deux bouches du trou de verre qui soient espacées de 100 mètres, 1 million de kilomètres ou 1 milliard, mais qu'elles soient à travers la gorge, qu'elles soient à 1 mètre. Et donc, je vais passer assez vite, mais il y a une solution qu'a trouvé Kip Thorne, c'est-à-dire, en gros, vous prenez une bouche d'un trou de verre, imaginons une société infiniment avancée. Société infiniment avancée arriverait à faire grossir un trou de verre parce qu'on pense qu'au niveau de ce qu'on appelle l'échelle de Planck à 10-35 mètres, on pense que l'espace et le temps sont irrégulières. C'est-à-dire que quand vous regardez l'océan à 200 mètres de haut, vous voyez que c'est plat, puis quand vous approchez, vous voyez des vagues. Si on s'approchait à 10-35 mètres de l'espace, on verrait des irrégularités, sans doute des trous de verre apparaître, disparaître. Donc, une société infiniment avancée qui serait capable de faire grossir ces trous de verre, attention, il faut les faire passer de 10 puissance moins 35 mètres à notre échelle, d'accord, c'est bien sûr infaisable. Eh bien, il a montré que, je vais aller un petit peu vite là-dessus, il a montré que si on prenait une bouche d'un trou de verre et qu'on la faisait se déplacer, et qu'on la faisait revenir, eh bien, par exemple ici, avec une vitesse de 1/3 de la vitesse de la lumière, pendant un voyage de 14 jours, eh bien, il y aurait une différence de 1 jour entre les deux bouches des trous de verre. Et ce qui veut dire que, eh bien, en empruntant une bouche de trou de verre, on se retrouverait le lendemain, et en empruntant l'autre bouche de trou de verre, on se retrouverait hier. Et en fait, il a montré que si les trous de verre existent, alors, a priori, on pourrait les transformer en machines temporelles. Et donc voilà, par exemple, vous voyez ici, pendant le premier confinement, je m'embêtais, donc j'ai réalisé ce qu'avait prévu Kip Thorne. Et voilà, donc voilà, vous voyez ici, si je rentre par la bouche verte, je me retrouve demain. Mais vous n'êtes pas là. Je me retrouve tout seul, il n'y a personne. Si je rentre par la bouche hier, je vais me retrouver hier. Là, vous n'êtes pas là aussi. Et
la question, c'est jusqu'à quand je peux revenir? Est-ce que je pourrais aller assister à ma naissance? Alors, effectivement, par pas de un jour, parce que là, ici, l'exemple, c'était par pas de un jour. Il est clair qu'il va falloir du temps, mais est-ce que, en théorie, je pourrais assister à ma naissance? Eh bien, la réponse de Kip Thorne, c'est non, parce qu'on ne peut pas remonter avant la création de la machine temporelle. C'est le fait d'avoir déplacé une bouche du trou de verre et de l'avoir ramené qui a transformé le trou de verre en machine temporelle. Et donc ça, c'est super intéressant parce que pourquoi peut-être ne voyons-nous pas des voyageurs du futur? Parce que la machine temporelle, elle n'a pas encore été inventée. Et donc, on ne pourrait pas de toute façon revenir avant sa création. Donc, alors là, on emploie la science-fiction parce que déjà, je vous ai dit qu'il fallait beaucoup d'énergie pour aller dans le futur. Mais là, il faut faire grossir un trou de verre de 10-35 mètres. On n'est pas sûr que ça existe. On ne sait pas comment faire et puis on n'a aucune idée. Ensuite, il a montré qu'il faudrait, pour le stabiliser, de la masse négative. Alors, en quantique, on arrive à faire des petites quantités infimes de masse négative. Là, enfin, d'énergie négative plutôt, ça revient au même. Et donc là, le calcul, c'est qu'il faudrait la masse de Jupiter en masse négative. On ne sait pas comment faire. Donc là, on est en plein dans la science-fiction. Ça va, la masse de Jupiter. On est en plein dans la science-fiction. Voilà. Et juste pour finir, Stephen Hawking avait prévu, lui, n'était pas du tout d'accord avec ça. Il disait, il se trompe. Il y a eu une petite polémique dans les années 90. Il y en a un qui disait, oui, mais par exemple, il peut y avoir un effet Larsen, un photon qui passe, qui revient dans le passé. Donc, ils sont deux, puis qui revient, et puis ça va détruire. Un effet Larsen, mais avec des ondes électromagnétiques. Alors, Kip Thorne avait fait le calcul que s'il y avait un photon, c'était avec les matières d'énergie négative, c'était défocalisant. C'est-à-dire que le photon ne pouvait pas revenir. Et puis, comment il s'appelle, Stephen Hawking avait dit, oh oui, non, mais c'est pas le bon référentiel. Bon, c'était un peu engueulé, il y avait des messages. Et puis, à la fin, ils sont tombés d'accord que pour comprendre ça, il faudra ce qu'on appelle la gravitation quantique, des lois qu'on n'a pas encore. Voilà, il avait même organisé une fête en envoyant les invitations le lendemain. Et c'était pour prouver que c'était pas possible de revenir dans le passé. Super. Et alors, ouais, voilà, je voulais te donner la parole pour que tu réagisses à ça. Tout en gardant, Oui. voilà, j'aimerais garder un peu de temps pour avoir des questions du public, mais j'aimerais bien avoir ta réaction. Ça te plaisait cette question de ne pouvoir remonter que jusqu'à la date de la création de la machine. Je trouve très très intéressante cette partie-là. Moi, ça m'a donné au moins 3 idées de nouvelles de science-fiction. Donc, je préfère le voyage dans le passé. C'est pas étonnant pour un historien, c'est normal. C'est mieux. Mais l'idée est très très belle. Alors, première chose, moi, si j'étais vous, je commencerais un élevage de vers. Parce qu'on fait beaucoup de compost en ce moment, vous savez, mais du coup, s'il y a des trous de verre, il faut des vers. Il faut des vers. Donc, où ils sont, c'est pas les vers de Dune, mais où ils sont. Alors, est-ce que ce sont pas les hommes qui deviendront des vers du futur et qui feront des trous de verre? Ensuite, deuxième réflexion, je vais très vite. C'est l'émotion, en fait, cette émotion de retourner vers le passé. Jusqu'où peut-on aller? Est-ce que c'est dans sa propre vie? Est-ce qu'on peut changer les événements du passé? Vous connaissez ça par cœur. Le rêve de celui ou celle qui voudrait revenir dans le passé pour changer l'histoire. Par exemple, reviendrait dans le passé pour dire à Natacha Vazder que cette conférence de ce soir doit durer 4 heures et pas 1 heure. Parce qu'on a à peine effleuré le sujet. Et ça, ce serait intéressant aussi. Je reviens pas sur les dimensions humaines. Par contre, je voudrais juste, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et comme ça, vous avez un peu de temps pour les questions, juste citer une référence. En préparant, j'avais des centaines de références et on pourrait vous donner une liste parce qu'il y a vraiment des centaines de possibilités de voyage dans le temps. Mais il y en a une qui est particulière, qui me touche beaucoup et qui va être validée, je pense, par nos... C'est Moorcock? Non, c'est pas Moorcock, c'est Jean-Jacques Régnier. Jean-Jacques Régnier, c'est un auteur français de science-fiction, quelqu'un d'une grande gourmandise intellectuelle et qui était un ami proche aussi. Malheureusement, il n'est plus des nôtres aujourd'hui. Et un nouvelliste, il faisait des nouvelles plutôt que des romans. Et il y a une de ces nouvelles qui est magnifique où il décrit l'invention d'une machine à explorer le temps et qui permet d'avancer dans le temps et qui est parfaitement fonctionnelle. Elle marche très très bien. Le seul problème, c'est qu'elle ne peut aller qu'à la vitesse du temps normal. Donc, tu rentres dedans, et à la fin de la journée, tu en sors, et tu as voyagé dans le temps, mais à la vitesse normale. Et alors, du coup, ça n'a pas marché. Et c'est au-delà de l'humour, parce que vous auriez tort de penser que la dérision est un moyen d'échapper à la complexité du sujet, mais
au-delà de l'humour, ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que le rapport qu'on a au temps, c'est un rapport psychologique, en fait. Effectivement, passer une journée dans la machine à voyager dans le temps qui va pas plus vite, bah, personne voudrait le faire, bien sûr. Mais au-delà de ça, le voyage dans sa propre vie, le voyage dans le passé et l'idée de l'impossibilité de revenir avant l'invention de la machine, celle-là, elle est très, très belle. Parce que, et je te remercie parce que ça veut dire qu'il reste, au contraire du voyage dans un futur lointain qu'on ne pourra pas accomplir pour des raisons d'énergie, il nous reste une chance encore. Si l'un de vous ici ou l'un des personnes du futur invente en fait cette machine, eh ben on pourra alors voyager longtemps. Et moi j'y crois, j'espère à ça. Oui, j'espère. Pourquoi pas. Après ça. Oui, mais c'est. Alors, il y a ça dans Calvin et Hobbes, la bande dessinée, où à un moment donné, ils montent dans une caisse avec des roulettes. Et ils descendent comme ça, et ça prend. Alors il dit, monte dans ma machine à voyager longtemps. Ils descendent comme ça prend mettons 1 minute, et il arrive et il descend et il fait nous sommes 1 minute dans le futur. Qu'est-ce que nous allons découvrir? Et ils sont comme 2 explorateurs, et c'est exactement cette idée-là. Bon, il y aurait plein de choses à évoquer, à la fois du nouveau. On n'a pas évoqué le fait que le problème du voyageur de l'engin, on peut le faire avec la relativité générale. Ben oui, ça, on l'a pas évoqué. Voilà. Mais voilà, donc Contact de Carl Sagan, qui l'a évoqué, c'est un très 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 beau roman. Et je trouve ça extraordinaire d'ailleurs par rapport à ce qu'on fait ici, un petit peu faire dialoguer la science et puis la création artistique, c'est de voir que, et moi j'ai des exemples aussi personnels là-dessus, de voir que si Thorne s'intéresse à cette question, c'est suite à la stimulation de la question de Carl Sagan de science-fiction, voilà. Et que donc il est allé dans une voie, et ça c'est très joli je trouve. Alors j'aimerais bien que vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Aux 2 intervenants, à l'un, soit sur l'ASF, les voyages fictifs, soit sur la science de ça. Si vous en avez pas, je leur en poserai. Il y en a une là-bas? Peut-être sur le paradoxe de Matt Dalton. Bonsoir. Alors, c'est mon animation. Hein. Il fallait trouver un méchant pour tuer sa mère avant sa naissance. Donc. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre intervention. Moi, ma question au sujet sera plutôt vers le physicien que je vais me tourner. Puisque le voyage du jumeau dépend aussi de son référentiel, est-ce que justement, ça voudrait dire, est-ce que ça sous-entend que les cellules, le vieillissement des cellules dépend du référentiel et de sa vitesse? Alors, il faut bien voir que pour le jumeau qui est dans la fusée, pour lui, tout se passe normalement. Il voit pas qu'il vieillit pas de la même façon. Il est incapable de voir qu'il y a une différence par rapport à ce qu'il vivrait sur le Terre. Par contre, celui qui est sur la Terre, s'il pouvait observer, imaginons que la fusée soit en verre et qu'il prenne un énorme télescope, et s'il pouvait observer son jumeau qui s'éloigne, il le verrait au ralenti. Il verrait ses gestes au ralenti, ses battements de cœur au ralenti. Mais non, justement, bien sûr, toutes les cellules vieillissent différemment, mais c'est le temps qui s'écoule différemment entre les 2 référentiels. Mais il ne va pas gagner un iota de vie en plus. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que s'ils sont programmés tous les 2 pour mourir à 100 ans, celui qui est resté sur Terre va mourir, et qui sont nés en 2000, celui qui est resté sur Terre va mourir en 2100, et l'autre va mourir en 2121. Mais pour lui, il n'aura pas vécu 121 ans, puisque les 22 ans du voyage, 22 ans vu sur Terre, aura duré 1 an pour lui. Donc, ces cellules auront vieilli exactement de la même façon, comme s'il était resté sur Terre. Oui, mais néanmoins, une fois qu'ils sont réunis à son retour, scientifiquement, on peut les étudier, et il y en a un qui est effectivement il est biologiquement plus jeune que son frère jumeau. Mais il faut bien voir que c'est pas un moyen de gagner de la vie en plus. Non, mais c'est un moyen d'aller plus loin vers c'est un moyen d'aller dans le futur de la Terre, dans le futur des autres. On a juste oublié, effectivement, ça me fait penser exactement sur ça. Il y a La Guerre éternelle de Joe Haldeman, qui est un très très beau roman, aussi un grand classique de la science-fiction, où justement ils utilisent l'accélération pour vivre plus longtemps, enfin en tout cas pour vieillir plus lentement, pas pour vivre plus longtemps, pour vieillir plus lentement afin de ne pas se perdre. C'est-à-dire comme chaque fois qu'il voyage pour aller affronter, c'est une autre espèce qui s'appelle les Taurans, en fait qui sont les ennemis de l'humanité, et comme ils sont sur des missions différentes, pour ne pas trop vieillir, ils utilisent des vaisseaux relativistes pour vieillir moins vite
et se retrouver sans pouvoir, en pouvant encore se retrouver à des âges qui soient pas trop différents. Oui, parce que dans le roman ou la BD, il y a une super adaptation en BD de La Guerre éternelle. Avec Marvano. En fait, ce sont ces soldats qui voyagent à des vitesses relativistes sur des voyages différents. Ben, ils se connaissent, ils se rencontrent, et puis parfois ils se retrouvent, mais avec ces décalages d'âge. Et puis voilà, il peut y avoir des histoires sentimentales. Donc certains font exprès effectivement de partir, mais c'est un très très chouette roman. Oui, merci pour vos interventions. Alors j'ai une question qui est peut-être pas exactement une question, mais plus une demande d'analyse ou d'avis, qui s'adresse peut-être plus particulièrement à vous, monsieur Bellagamba. Sur les voyages temporels, oui, il y a une autrice que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'entendais jamais quand on évoquait le sujet, qui est Connie Willis. Et du coup, je trouve qu'elle a une manière très élégante justement de se prémunir et en même temps jouer avec les questions de paradoxe temporel. Et du coup, j'aimerais peut-être vous entendre un peu, voilà, dire qu'est-ce qu'elle vous évoque, ce que ça vous évoque. Alors oui, Connie Willis. Alors il y a le grand classique, c'est Sans parler du chien, mais j'avoue que je ne me rappelle pas exactement de comment elle contourne le paradoxe temporel. Voilà. Oui, c'est ça, en fait, oui. Alors, il faut que je m'en rappelle parce que j'avoue que je m'en rappelle pas trop du coup, mais je sais que Connie Willis a cette approche-là. Elle a aussi une approche très historique, très culturelle en fait du voyage temporel, effectivement. Donc c'est très juste, très bien de l'avoir cité, effectivement. Ouais. Mais je l'ai plus malheureusement, je l'ai pas en tête. Ouais. Je vous laisse gérer les questions parce que moi, avec la lumière, je vois pas qui l'a fait en premier, mais vous voyez mieux que moi tous les bras qui se lèvent. Merci pour votre conférence très passionnante. Je suis moi-même très, enfin, je suis un petit peu le sujet, enfin, en tant qu'amateur, et c'était moins une question que plus des recommandations envers le public et me dire si vous étiez d'accord avec moi. Moi, j'aime beaucoup, enfin, j'ai lu Carlo Rovelli, White Halls, enfin, les Trous Blancs et L'Ordre du Temps. De Carlo Rovelli, qui est un physicien assez connu, italien, et qui vulgarise très très bien dans ses livres. Il rend très accessible à des gens, à des néophytes comme moi. Je sais pas si vous La avez gravitation quantique à boucle. Oui, c'est ça, c'est un spécialiste de la gravitation quantique à boucle, exactement. Donc je vous invite à le lire, je l'ai lu, très passionnant. Et sur YouTube, dans le genre encore plus vulgarisation, il y a une chaîne absolument géniale qui n'a de, enfin, qui n'a, enfin, son titre et le titre de cette chaîne est très obscur, mais elle est inversement proportionnelle au génie de cette chaîne. C'est un petit jeune qui fait des vidéos de vulgarisation sur la physique et ça s'appelle Science Click. C'est super intéressant et pour ceux qui... Je connais, ouais. Ouais, vous le connaissez, et ben il fait ses animations lui-même et tout, et c'est absolument passionnant. Il sait mettre le ton, le temps, et notamment la vidéo sur le passage. Il fait une vidéo où virtuellement il explique tout ce qui se passe avec l'animation, le passage d'un trou noir, l'horizon des événements, ce qui se passe, la spaghettification, etc. Il parle des magnétars, des pulsars, et aussi la vidéo sur le temps, l'espace-temps, comment on peut représenter ça avec une sorte de d'œillère à 45 degrés dont on ne peut pas s'échapper. Enfin, voilà, c'est passionnant et je vous conseille Science Click aussi. Et alors, juste pour commenter là-dessus, effectivement, on réalise qu'il y a énormément de talent chez les youtubeurs, pour dire ça au sens large, sur la façon de vulgariser. Et on essaie maintenant d'avoir des partenariats pour en fait les laisser travailler pour faire ce qu'ils font bien, mais juste avoir un consulting, si vous voulez, scientifique pour valider ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai ça, par exemple, je fais ça avec Balade Mentale. On a une série de vidéos où en fait on le laisse, on choisit, on cadre un peu le sujet avec lui. Et après, par contre, on place un ou deux experts du sujet. Et quand il est dans la phase d'écriture, il voit ça avec eux. Et du coup, ça lui permet, lui, d'avoir le label vérifié par des experts. Pour les gens qui cherchent sur YouTube, d'avoir des vidéos un petit peu... et puis pour lui, ça lui permet d'avoir un sujet qui est cadré. Donc on va évoluer, je pense, vers ce genre de choses pour s'y retrouver dans l'océan des propositions qui existent sur Internet. C'est une des façons de faire et c'est super, ouais. Il y a une chose qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, enfin si, un peu tu l'as évoqué, c'est la fin des temps, l'extrêmement fin des temps.
Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui soit la fin des temps? Et il y a pas mal de textes aussi de science-fiction sur arriver. Alors il y a taux zéro, mais voilà, il y a pas mal de textes aussi où arriver au bout à la fin de l'univers, à la fin des temps. Moi, Il y a beaucoup de références aussi. pour répondre à ta question, moi je pense que la civilisation s'auto-détruira avant qu'on ait pu inventer une machine temporelle. Et je ne sais pas pourquoi, dernièrement, je tends La plutôt vers tendance ça. Voilà. Bon. Bah ça, c'est un peu taux zéro aussi, hein, où on arrive jusqu'au bout. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'équation ER égale PR? C'est une jolie équation quand même. J'entends Qu'est-ce que pas. vous pensez de l'équation ER égale PR? C'est le nom de l'équation, ER égale PR? EPR. Attention, Ah, il y a- le paradoxe le paradoxe. Einstein-Podolsky sur l'intrication? Ouais. Après, je pense pas que ce soit une question d'opinion. Oui. Non, mais Style, oui, j'aime bien. c'est une jolie équation quand même. Oui, oui, l'intrication quantique, bon, ben, on espère que ça va servir pour les ordinateurs et tout ça, mais enfin, vous voulez que j'explique l'intrication quantique, c'est ça? Non, je pensais que c'est un peu compliqué. Je peux le faire, mais c'est pas trop le sujet, en fait, tout à fait. Le sujet, c'est peut-être qu'à un moment donné, dans la science-fiction, il a été proposé que l'intrication pourrait être utilisée pour s'affranchir de la question des durées et communiquer instantanément. Non, c'est lancible, etc. Mais maintenant, on sait que c'est pas avec les possible. expériences que ça ne transporte pas de... Ça ne concerne que les fonctions d'onde. Voilà. Et dès lors que vous voulez travailler, interagir avec les choses, vous devez faire ce qu'on appelle une réduction du paquet d'ondes, c'est-à-dire vraiment interagir, observer, et là, vous mettez fin à l'intrication, et donc ça ne peut. Donc ce paradoxe EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, a donné tort à Einstein, Podolsky-Rosen et raison aux expériences de physique quantique, notamment l'expérience d'Alain Aspect, etc. Donc ça existe, c'est extrêmement puissant, ça peut servir en cryptographie, ça peut servir pour faire des ordinateurs quantiques, mais pas pour communiquer instantanément, comme par exemple dans le problème à 3 corps ou dans Hyperion de Dan Simmons. Je ne sais pas si c'était ça le... Mais voilà ce qu'on peut en penser du EPR, mais sinon c'est... Ça a été utilisé notamment avec les trous de verre. Alors on n'a pas l'équation trop... ER, Einstein-Rosen sur l'équation ER. Ok. Mais les trous de verre, comme on l'a dit ici, c'est une solution mathématique qui n'a peut-être pas de contrepartie matérielle. On pense que quand la gravitation quantique sera connue, peut-être que ça risque... parce que la relativité générale, c'était effectivement, au départ, il y avait la mécanique, la relativité restreinte, voilà, qui est arrivée, qui englobe la mécanique, la relativité générale qui englobe la relativité restreinte pour des masses, par exemple, une densité d'énergie importante. Et il y aura ensuite la gravitation quantique qui va prendre en compte à la fois la gravitation au niveau microscopique. Et on pense que, les gens qui ont travaillé là-dessus pensent que quand on aura les équations de la gravitation quantique, peut-être qu'on verra que à ce moment-là, les trous de verre ou les voyages dans le temps seront impossibles. Pour l'instant, ils ne sont pas interdits, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont possibles, mais on n'a pas les lois ultimes pour voir si c'est possible ou pas. Donc, Et est-ce que tu peux remontrer juste la page d'avant où tu avais cette phrase magnifique où tu dis on ne sait pas si, enfin, c'est possible. Tu sais, il y avait peut-être, il est marqué c'est possible. Voilà. Voilà. Ça c'est ce qui va résoudre toutes nos, pas toutes nos disputes. On sait pas. Enfin, ou alors on s'est disputé au sens latin du terme, la disputatio. C'est possible sous certaines conditions. Pour l'auteur et les autrices de science-fiction, ça suffit. Oui. Dès lors que c'est possible, ça veut dire que c'est. Il suffit juste de le raconter, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça la plausibilité. Parce que c'est vrai que cette plausibilité, c'est aussi tenir compte de ce que nous disent les scientifiques. S'ils nous disent que c'est possible sous certaines conditions, alors ça vaut le coup de raconter des histoires en lien avec ça. Oui, et alors deux remarques là-dessus. C'est que, comme l'a bien dit Jean-Christophe, c'est que quand la relativité restreinte arrive d'Einstein, grosso modo, on sait tout expliquer à part 2-3 petits détails. Et c'est dans ces 2-3 petits détails, l'avance de périhélie de Mercure, le rayonnement de Planck, des choses comme ça, se cache toute la physique moderne. Et donc, on a acquis une certaine humilité de se dire, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, les modèles standards décrivent
l'essentiel de l'univers, en tout cas des choses avec lesquelles on peut interagir. Mais si on va vers des domaines d'énergie, de température, de dimension, on se trouve face à des choses qui sont pas encore expliquées. On peut citer l'accélération de l'expansion de l'univers, la rotation des galaxies avec la matière noire, l'absence de théorie pour décrire la gravitation au niveau microscopique. Donc on a cette humilité de dire, OK, c'est difficile de parler d'impossibilité. Mais donc on laisse cette porte ouverte, mais on sait bien que pour la majeure partie des choses et qui concerne notamment toutes les contraintes de notre biologie, on sait qu'on maîtrise assez bien ce cadre-là et qu'il va être difficile là de faire des avancées. Et pour répondre à ce que tu disais, moi j'aime beaucoup ce que disait un prix Nobel de physique qui est Richard Feynman, qui a aussi beaucoup écrit et qui est passionnant. Il disait la science, c'est l'imagination dans une camisole. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que il faut de l'imagination pour imaginer pour comprendre comment se comporte l'univers. Il faut postuler des choses dont beaucoup vont être fausses parce qu'elles vont se confronter aux observations, à ce que nous dit vraiment l'univers, et puis aux contraintes de tout ce que les scientifiques avant ont accumulé dans le corpus des connaissances et qu'on peut pas violer parce qu'on sait que ça se repose sur des observations. Et finalement, dans la SF, c'est un peu la même chose, dans la science-fiction. Simplement, cette camisole, elle est réglable. C'est-à-dire que certains auteurs vont se mettre quasiment dans la condition du physicien en se disant « moi, je veux que rien soit impossible dans mon récit ». Et puis d'autres vont la relâcher à volonté, et peut-être ils vont la relâcher sur certains aspects parce que c'est pas ça qui les intéresse, mais ils vont la serrer parce qu'ils vont vouloir explorer, mais ils seront pas complets là-dessus. Et donc voilà, c'est pas, il y a un continuum en fait. Dans la SF, c'est immensément vaste. Et il y a une partie de la SF, je pense, qui se rapproche finalement de la contrainte que vit le physicien et qui fait que on a Thorne qui vient s'y frotter et d'autres auteurs. Mais je voulais pas accaparer la parole et je crois que Francis avait une question depuis un moment sur les immortels peut-être. Non, pas sur les immortels, mais ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. J'ai quelques remarques simplement, c'est que les plus grands pourvoyeurs de voyages dans le temps sont pas les scientifiques, sont les littéraires, justement les auteurs. Et ils bénéficient pour ça d'un atout majeur, c'est l'ignorance de leurs lecteurs. Les lecteurs sont incapables ne sont pas des scientifiques, et même les scientifiques sont pas tous au même niveau. La plausibilité, c'est ça, c'est ce que l'on attend, ce que le lecteur attend. Donc, elle est liée à sa propre connaissance ou en réalité à son niveau d'ignorance dans les domaines. Mais ça n'est pas très grave en soi, parce que la science-fiction souffre de mots internes qui sont ses définitions. On qualifie un texte de science-fiction et ensuite on lui conserve cette qualification à jamais. Donc les textes de Jules Verne sont de la science-fiction, les textes de Clarke, ainsi de suite. Or, tous ces textes sont périmés et dépassés. 10 ans plus tard, 10 ans après leur publication... Pas tous dans leur totalité, mais énormément. Donc, ils devraient être rétrogradés sous une autre définition, ne plus être qualifiés de la même façon que la science-fiction moderne qui tient compte des avancées scientifiques. Ouais. Mais alors, on a le temps, vous acceptez encore qu'on... C'est plus à la régie de nous dire, parce qu'on a dépassé le temps, mais... C'est très intéressant. Ouais, donc tu conclus, vas-y, mais après alors, Non, mais c'est pas une conclusion générale, c'est pour répondre à cette remarque. C'est vrai, de ce point de vue-là, du point de vue de la plausibilité, on a des textes qui sont frappés d'obsolescence, et assez rapidement. Et donc effectivement, continuer à écrire de la science-fiction comme dans les années 50, ça n'a pas de sens. Mais en revanche, c'est pas parce que quelque chose est obsolète qu'il a perdu son intérêt. Je veux dire par là que les textes de science-fiction nous donnent une mosaïque au fur et à mesure du temps de la façon dont nous voyons, en fait, dont nous voyons le temps, dont nous voyons la science, notamment sur le rapport à la science. S'il y a à un moment donné beaucoup de textes qui veulent être scientifiquement crédibles au prix de leur plausibilité qui va s'arrêter très vite, eh ben c'est aussi parce qu'ils sont le signe d'une époque où l'attachement à la connaissance scientifique était très fort. Et comme aujourd'hui c'est pas toujours évident, c'est bien de le rappeler aussi. Ce que je veux dire, c'est que ils forment une histoire culturelle. Et vous pouvez retracer cette histoire culturelle, c'est-à-dire aujourd'hui lire Jules Verne, bien sûr que Jules Verne est obsolète, mais quand même, ça nous dit quelque chose de l'époque de Jules Verne et de quelle était la place de la science et de la technique au moment où il a écrit. Donc, la science-fiction, c'est aussi notre histoire. Et pendant longtemps, on le disait pas, c'est dommage.
Oui, Oui, bien oui, sûr. mais- Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire elle est une science des questions métaphysiques. Alors là, on pourrait parler avec Serge Lehmann pendant des heures, hein, mais elle nous dit, non, mais c'est ça, elle nous dit des questions qui nous taraudent, au fil du temps, et c'est ça qui reste. C'est une expérience de pensée, en fait. Et c'est le point commun avec les scientifiques qui ont besoin de ces expériences de pensée, Tout à fait. et même si elles ne sont pas crédibles. Et notamment, la relativité a reposé sur des expériences de pensée qui se rapprochent un peu de certains récits de science-fiction. Et je cherchais là, dans ta remarque passionnante, et la réaction d'Hugo, il y a cet auteur, j'ai oublié son nom, qui a écrit La Tour de Babylone, le recueil Ted Chiang. Ted Chiang. Quand il écrit La Tour de Babylone, il fait « Je vais écrire un récit de science-fiction en me replaçant dans les connaissances et la cosmologie et les connaissances qu'il y avait dans l'Antiquité à l'époque de Babylone. » Et ça a un intérêt quand même, parce que c'est aussi un moyen d'explorer comment les gens voyaient l'univers et ses limites à cette époque-là. Donc, l'obsolescence n'est pas programmée de la science-fiction, mais tu le sais bien, sinon tu collectionnerais pas toutes ces choses obsolètes qui ne le sont pas. Bien sûr. Mais Ouais. c'est ça, elle fait de la science une poésie. Elle fait une source poétique. D'ailleurs, dans Jules Verne, on le voit. Enfin bon. On doit s'arrêter, on a fait un voyage vers le futur un peu trop lointain. Merci beaucoup.